voici de retour, merci infiniment. J'ai été sauvé par Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est Donald Trump, depuis qu'il a réchappé à une tentative d'attentat peu avant sa réélection. Il ne manque pas une occasion de se présenter en restaurateur de la religion chrétienne. À Washington, un bureau de la foi a été créé par décret présidentiel avec pour mission de mettre fin aux mesures antichrétiennes, entre guillemets, de l'administration précédente, ainsi que mettre fin à la liberté d'avorter, ça on l'a bien vu. Le christianisme est devenu une arme de guerre idéologique à un moment où 61% des électeurs républicains souhaitent que le christianisme soit déclaré religion officielle des États-Unis. Pour débattre de cette question, Make Religion Great Again, pour ce débat, donc en partenariat avec le site The Conversation, je vous remercie d'accueillir Blandine Kelly-Nippon, Henrik Lindell et Paul Seabright. Blandine Kelly-Nippon est universitaire, spécialiste de la géopolitique des questions religieuses et politiques aux États-Unis. Vous avez notamment publié, Blandine, Géopolitique des religions, qui vient de sortir aux éditions Le Cavalier et que vous dédicacerez sur le stand de la maison Mola dans le hall du TNBA à l'issue de ce débat. Henrik Lindell est journaliste à l'hebdomadaire La Vie, spécialiste de la droite chrétienne aux États-Unis. Et Paul Seabright est professeur d'économie à la Toulouse School of Economics, spécialiste de l'économie des religions. Ce débat est modéré par Sophie Gherardi, journaliste et conseillère de la rédaction du magazine Sciences Humaines. Pendant les échanges, vous allez pouvoir, comme pendant le premier débat, poser vos questions sur l'appli Slido avec le QR code que nous allons vous afficher à l'écran. Et puis, pendant ce débat, vous aurez également à l'écran les dessins du dessinateur Urbs, dessinateur de Sud-Ouest, du Monde et du Canard enchaîné notamment. Voilà, donc Urbs va croquer les débats avec sa palette graphique et vous verrez les dessins s'afficher à l'écran pendant le débat. Je reviendrai en fin de débat avec les questions de la salle. Sophie, je vous laisse la parole. Poser beaucoup de questions. Alors, écoutez, Make Religion Great Again, c'est un peu un jeu de mots sur Make America Great Again. On pourrait imaginer que la religion a cessé d'être grande aux États-Unis. Je ne suis pas tout à fait sûre que ce soit jamais vraiment arrivé, mais nous en parlerons avec Blandine Kelly-Nippon, qui est historienne. Et puis, Henrik Lindell, qui est un journaliste reporter, a beaucoup sillonné les États-Unis en parlant à des gens qui sont de la droite chrétienne, ou même sont des nationalistes chrétiens. Et il a entendu leur discours. Et quant à Paul Seabright, il regarde un petit peu quelles sont les vraies motivations pour aller à l'église, parce que les Américains vont beaucoup à l'église, et il y a des motivations qui ne nous paraissent pas forcément évidentes quand on est dans un contexte français. Moi, si je prends encore une seconde, d'abord je me présente, je suis là aussi au titre de Sciences Humaines, mais aussi parce que j'ai créé, il y a une quinzaine d'années, un petit think tank qui s'appelle le Centre d'études du fait religieux contemporain. Et donc, j'ai quand même suivi ces questions religieuses de façon assez régulière. Et c'est vrai que dans un esprit français, quand on pense à quelqu'un de religieux, ce n'est pas immédiatement un personnage à la Trump qui nous vient en tête. On se dirait, mais ça, c'est un homme religieux, ça, quelqu'un qui a été marié 3 fois, qui a des histoires assez louches dans sa biographie, dans tous les sens. Ça serait donc un homme religieux. Eh bien, justement, apparemment, aux États-Unis, ça peut passer. Ce positionnement politique d'un homme politique comme Donald Trump, comme incarnant les valeurs religieuses de l'Amérique, ça peut passer. Peut-être que Blandine Kelly-Nippon va peut-être nous expliquer. Elle va nous faire d'abord un petit cadrage pour savoir où en est la religion aux États-Unis maintenant. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui. Alors donc, pour répondre de manière extrêmement rapide à votre première question, il me semble que les Américains chrétiens qui votent pour Trump vote pour lui en fonction des promesses électorales qu'il a faites et en fonction des décisions qu'il a prises
plus que pour sa propre vie personnelle éventuellement dissolue. Et vous avez beaucoup de leaders spirituels qui ont justifié ce choix en expliquant que Dieu a choisi des hommes dans le passé, notamment le passé biblique, qui était absolument lamentable d'un point de vue personnel, et que ce qui compte, c'est le résultat, plus que la personnalité du candidat et de l'actuel président. Ensuite, pour essayer de faire un panorama très rapide, pour ne pas monopoliser non plus l'audience, et parce que nous allons certainement y revenir dessus, je dirais qu'on peut considérer d'un point de vue historique qu'il y a 3 moments de cristallisation, ou 3 moments au cours desquels eh bien, le Parti républicain s'est finalement transformé de manière tout à fait spectaculaire et assez rapidement en parti chrétien. Cette transformation, elle a donc eu un premier seuil qui est celui de la formation entre la fin des années 70 et les années 80 de ce qu'on appelle la droite religieuse. La droite religieuse a eu 2 effets sur le parti républicain. Premier effet, elle a modifié assez profondément la répartition religieuse traditionnelle qu'il y avait entre les partis politiques aux États-Unis. Le parti républicain, avant, représentait plutôt la majorité chrétienne qui héritait de traditions et d'églises, on va dire, d'origine britannique. Et les démocrates, ils avaient tout le reste, c'est-à-dire les catholiques, les évangéliques, une grande partie des évangéliques, même la majorité à l'époque, les juifs et tous ceux qui n'avaient pas d'affiliation religieuse ou qui ne pratiquaient pas. Et puis à partir des années 70-80, eh bien, on a eu une répartition avec de plus en plus des gens pratiquants qui se regroupaient, qui votaient plutôt pour les républicains, et des gens à la fois moins pratiquants jusqu'à pas pratiquants, plus aussi les chrétiens qu'on pourrait dire des groupes ethniques minoritaires qui étaient du côté des démocrates. Ça, c'est le premier effet. Le deuxième effet, c'est eh bien, une progressive récupération par le Parti républicain des requêtes de la droite religieuse, qui est un espèce de regroupement, une nébuleuse de plusieurs familles qui se sont réunies pour faire passer leurs exigences de manière politique, mais ce ne sont pas toujours des politiques derrière, vous avez aussi des leaders spirituels. Et ces exigences, c'est le retour à une morale et à des valeurs chrétiennes. Et on a progressivement, finalement, une contamination de leurs revendications à l'intérieur du Parti républicain, qui de plus en plus ouvertement s'est mis à défendre les valeurs, et notamment les présidents républicains. Et tout ceci s'est continué avec, dans les années 2000, une nouvelle configuration liée à l'émergence du terrorisme islamiste, et de la part de cette droite chrétienne, des revendications qu'on pourrait dire aujourd'hui civilisationnelles, de défense civilisationnelle, de défense de l'Occident chrétien. Et puis après est arrivé donc ces années 2010, où après beaucoup de débats autour de l'Obamacare sur la contraception, autour de la loi fédérale sur l'immigration, un autre débat qui a été mené par la droite religieuse sur le fait que les chrétiens commençaient à être maltraités dans leur pays, notamment en refusant vraiment de manière très virulente le mariage homosexuel et les revendications LGBTQ. Donald Trump est arrivé en 2016, et là on a un autre seuil qui s'est constitué, qui s'est formé autour de sa personne, et notamment qui a été élaboré par sa campagne, et Steve Bannon, qui faisait partie des penseurs de cette campagne électorale. Il a ciblé directement la droite chrétienne en lui promettant beaucoup de choses, en lui promettant beaucoup de pouvoir. Et d'un autre côté, la droite chrétienne est rentrée dans l'idéologie de ce qu'on appelle le nationalisme MAGA,
en le christianisant. Donc on a eu donc un nationalisme chrétien qui à la fois défendait l'Amérique de toujours chrétienne, l'idée que la société américaine véritable était chrétienne, que tous les autres étaient non-américains ou moins américains, et que la constitution américaine était chrétienne, que les lois américaines devaient être chrétiennes. Donc une revendication qui s'est accompagnée aussi d'une acceptation finalement du populisme de Trump, avec donc comme rhétorique, comme argument que finalement les chrétiens américains, les vrais Américains devaient se battre contre leurs ennemis libéraux qui étaient en train de détruire l'Amérique. Donc ça, c'est le deuxième seuil. J'arrive au troisième, pardon d'être un peu longue, qui est le seuil le plus récent, celui qui a amené, qui a porté la candidature de Trump en 2024. Et dans ce seuil-là, dans cette nouvelle reconfiguration, cristallisation de la droite chrétienne, on a affaire à quelque chose de plus profond, qui est une prise en main politique, avec un projet politique, un projet, comme dit Kevin Roberts, qui est donc le patron de la Heritage Foundation, la deuxième révolution de l'Amérique, qui est en fait un projet contre-culturel ou contre-révolutionnaire, qui est de reformater culturellement la société américaine et d'utiliser le pouvoir pour faire sortir toute trace du libéralisme américain. Et à travers ça, on a un danger qui se profile, parce qu'une partie de cette droite chrétienne est composée de catholiques et d'intellectuels et d'universitaires catholiques qui commencent à réfléchir, Olivia Le Boyer en a parlé ce matin, qui commencent à réfléchir la démocratie libérale comme étant un très mauvais régime dont il faut se débarrasser, et ils ont des propositions constitutionnelles et des propositions dans lesquelles le pouvoir exécutif a une tendance ou une coloration très autoritaire. Merci beaucoup. Moi, c'est ce que j'appelle un cadrage. Alors, si j'ai compté, moi, j'ai compté 4 marches et non pas 3, mais bon, enfin, 3,5, on va dire. En tout cas, non, ça a le mérite de la part d'une universitaire de montrer à quel point tout ça ne reste pas immobile. En France, assez facilement, on va dire « Ah ben oui, c'est tous les évangélistes qui votent pour Trump ». Alors déjà, on dit évangéliste ou on dit évangélique ? Non, on dit évangélique. On dit évangélique parce que c'est la traduction de evangelical. Exactement. Et évangélique. Évangélique. Et je vous confirme qu'il n'y a pas que des évangéliques. Il y a aussi des catholiques, on pourrait dire conservateurs, voire ultra, et maintenant qui se prénomment eux-mêmes intégralistes. Peut-être qu'on expliquera ce que ça veut dire. Et finalement aussi, vous avez toute la nébuleuse encore, plein de catégories, des fondamentalistes protestants. Alors, on y reviendra, mais on va quand même donner la parole à Henrik Lindell, qui, étant journaliste, a fait beaucoup de reportages et donc est allé parler finalement à ces gens. Quand est-ce que vous y êtes allé, Henrik ? Je suis allé notamment l'année dernière, dans le cadre de la campagne, donc en 2024. Et donc, vous êtes allé faire un tour de la Bible Belt, donc la ceinture biblique, ces États qu'on considère comme les plus conservateurs sur le plan religieux. Oui, je me suis déplacé un peu partout, et notamment dans la ruralité, loin des grandes villes comme New York ou San Francisco ou Los Angeles, mais pour découvrir un peu le vrai pays dans toute sa diversité. Et je suis évidemment allé en Pennsylvanie, puisque c'était en Pennsylvanie que ça se jouait, comme on dit. La Pennsylvanie, c'est un État qui permet de faire basculer le vote pratiquement au niveau national. On ne va pas revenir sur tout ce qui est en fait très technique pour comprendre comment fonctionnent les élections américaines, mais la Pennsylvanie était un État particulièrement important. Et là, donc, tous les réseaux catholiques, évangéliques, qui militaient pour Trump, ont joué un rôle énorme. Et alors, donc, est-ce que vous pouvez nous citer quelques motivations, finalement, des gens à qui vous avez parlé pour être des soutiens de Trump ou bien pour être sensibles au message qu'il faisait passer ?
Je peux vous donner plusieurs éléments qui permettraient éventuellement de vous comprendre concrètement comment expliquer pourquoi Donald Trump, qui paraît effectivement éloigné de ce qu'on associe à une pratique chrétienne, un Donald Trump qui n'est pas particulièrement pratiquant au demeurant, comment est-ce possible? C'est lié à son programme, comme disait Blandine, c'est lié aussi à son bilan, parce que Donald Trump, il avait un bilan, il avait déjà été président. Et quand il avait été président, sur le plan économique, beaucoup d'Américains sont d'accord pour dire que ça s'est plutôt bien passé, jusqu'au Covid, bien sûr, jusqu'en 2020, où les choses se sont aggravées. Donc il y avait des arguments rationnels, entre guillemets. Mais il y avait aussi l'argument démocrate, c'est-à-dire que le Parti démocrate n'a peut-être pas bien compris les souhaits de ces chrétiens dont on parle. Donc, je suis allé, par exemple, rencontrer, juste un exemple, ou même plusieurs. Un exemple, je suis allé rencontrer des Mennonites. Alors, c'est pas du chinois, hein, les Mennonites, c'est une petite famille protestante évangélique qui date du XVIe siècle. Et dans la branche des Mennonites, on trouve les Amish. Alors, les Amish sont très connus parce qu'ils refusent la technologie moderne. Je ne sais pas si vous voyez si vous avez vu ça à la télé, peut-être. Mais donc leur frère on dit plutôt est très les Amish en France. Ça vous parlera peut-être plus. Ouais. Et donc les Mennonites, qui sont, donc je suis tombé sur des gens très engagés socialement, engagés, investis dans l'action caritative, comme on dit, proche des pauvres, engagés aussi sur le plan international, dans la solidarité internationale, assez proche de nos cathos de gauche, comme on dit, pour parler français. Et donc j'ai discuté avec ces gens-là, et ils allaient tous voter pour Donald Trump parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec le Parti démocrate, et notamment Kamala Harris elle-même, qui leur paraissait beaucoup trop libérale dans le domaine de l'avortement. Ça, c'est un argument central. Hein, est-ce qu'on fait un petit zoom sur l'histoire de l'avortement? Parce que c'est vrai qu'en France, la question existe, mais elle est quand même globalement sur le côté, parce qu'il y a une loi, tout le monde en est à peu près satisfait, et tandis qu'on ne comprend pas toujours pourquoi aux États-Unis il y a une telle crispation autour de la question de l'avortement. Ça serait bien que vous nous le disiez. Oui, tout à fait. On ne peut pas comprendre ce débat sur l'avortement aux États-Unis si on se réfère au débat qui n'existe plus, en fait, sur l'avortement en France. La question, ce n'est pas de savoir si on est pour ou contre. La question aux États-Unis, est de savoir où tracer la limite entre ce qui est légal et ce qui ne l'est pas. Est-ce qu'il faut 16 semaines, ou 15, ou 20, ou 24, ou jusqu'à la naissance? Quand est-ce qu'on a le droit de pratiquer l'IVG? Et donc, les États démocrates, comme New York ou la Californie, ils ont des règles peu restrictives ou très libérales, comme on dit. On peut attendre jusqu'à la 22e, 23e, 24e semaine. Dans certains États, comme le Minnesota, c'est de facto jusqu'à la naissance. Alors, ces avortements-là sont extrêmement rares, mais ils permettent aux républicains, qui sont contre l'avortement en général, de dire « haha, vous voyez comme c'est libéral, comme c'est horrible, on tue les enfants ». C'est une citation. Hein, D'accord? Et donc, il y a des États qui sont beaucoup plus restrictifs, notamment dans le sud du pays. Il y a certains États où l'avortement est de facto interdit. Et quand on a un parti démocrate, pour lequel votaient beaucoup d'évangéliques à une époque. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Jimmy Carter, si ça vous évoque quelque chose. Mais Jimmy Carter était le premier président américain vraiment évangélique, comme on dit aujourd'hui, premier président born again. Il était démocrate, il était très à gauche. Et aujourd'hui, donc, tous ces évangéliques, ils votent plutôt, même carrément très à droite, et donc pour Donald Trump, à 82%, particulièrement sur cette question-là, parce qu'ils pensent que le Parti démocrate est devenu trop libéral sur cet enjeu-là. Il y a d'autres enjeux ensuite, mais ça fait partie des raisons. Et donc, ils préfèrent effectivement un Donald Trump dont ils ne partagent pas forcément la présentation et le style,
et même les propos, et même parfois certaines idées, mais ça, c'est un enjeu important pour eux. Et Kamala Harris, elle n'a même pas parlé d'avortement, elle a parlé du droit des femmes de disposer de leur corps. C'est-à-dire un peu plus comme la façon dont on présenterait les choses en France, un petit peu. Hein, alors moi j'aime bien, excusez-moi je prends la parole 2 secondes, j'aime bien citer un document qui a été publié par les églises protestantes américaines au début des années 1970. Et il se moquait de l'obsession des catholiques pour l'avortement. 1972, je crois. Et à l'époque, il disait, bon, enfin quand même, cette obsession des catholiques contre l'avortement, franchement, c'est pas notre truc. Et voyez combien les choses changent. J'attire votre attention là-dessus. En matière de religion, notamment, mais d'autres matières aussi, une chose qui est vraie aujourd'hui peut ne plus l'être du tout 10 ans plus tard. Et ça change tout le temps. Donc, renseignez-vous en permanence, parce que ce que vous croyez savoir ne sera pas forcément toujours vrai. Je vais quand même passer un petit peu la parole à Paul Seabright, qu'il n'est pas puni, c'est juste que comme on est 3, il fallait bien répartir d'une façon ou d'une autre les choses. Et donc, vous, la religion américaine, vous la voyez avec les yeux des économistes, où il y a toujours des dollars. Il y a beaucoup de dollars et il y en a toujours été. En fait, ce que j'entends sur les nouvelles dérives de la religion aux États-Unis me fait penser qu'il n'y a rien de vraiment nouveau dans tout ça. Prenons d'abord le côté spectacle. Vous savez très bien que Donald Trump, il gère très très bien tout ce qui est spectacle. On voit avec son envie de casser une partie de la Maison-Blanche pour créer une salle un ballroom plus magnifique qu'il n'y a jamais eu. Mais l'Église aux États-Unis a toujours été un lieu de spectacle. Que ce soit au 19e, où il y avait des tentes immenses où on faisait appel aux gens des prairies qui venaient pour écouter les prédicateurs, et les gens venaient par milliers. Et souvent pour eux, c'était bien avant le cinéma, bien sûr, mais l'église était un lieu de spectacle. Et ça l'est encore. Il faut faire le constat qu'au même moment où on se dit que la proportion des Américains qui se disent membres des églises sont en train de baisser, notamment à cause de la Gen Z, les jeunes qui passent plus de temps sur leur smartphone qu'à l'église. Néanmoins, la proportion des Américains qui vont dans les très grandes églises, les méga-churches, est en train de grimper. Et dans les méga-churches, on est à 3 000 personnes, 4 000 personnes, 5 000 personnes, et c'est un vrai spectacle avec la technologie, avec la musique. Et donc, il y a cet aspect spectacle qui a toujours été très, très bien géré et qui est très rentable, je vais dire. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que les églises, ils ont montré un souci que très peu d'autres institutions aux États-Unis ont montré pour la transmission des valeurs familiales. Alors, pensez, si vous voulez, à quelqu'un qui peut-être sort du lycée sans diplôme, qui doit partir de chez lui, de sa ville natale, dans une grande ville pour chercher de l'emploi. Et les Américains se déplacent beaucoup plus que nous, Européens. Il arrive là, elle arrive là, trouve un boulot et peut-être un jour veut fonder une famille. Comment est-ce que cette personne va trouver un cadre pour leur famille? Les lycées n'enseignent pas comment trouver un cadre pour la famille, les autres institutions non plus. Mais par contre, dans les grandes villes comme les petites villes, il y a les églises. Et ce que les églises montrent aux gens, c'est comment vous pouvez venir avec vos enfants et avoir un peu plus de confiance que vos enfants ne vont pas tomber entre les mains des gangs, ne vont pas devenir des drogués, etc. Bien sûr, ça ne marche pas toujours, mais en même temps, dans le paysage urbain américain un peu désespéré souvent, où les gens s'inquiètent de la condition de leur lycée, de la condition de leur banlieue, sauf qu'aux États-Unis, banlieue est plutôt, enfin, les suburbs, c'est plutôt un lieu d'aspiration. Pour eux, c'est les centres-villes qui sont l'équivalent de ce qu'on appelle ici en France nos banlieues. Mais ils s'inquiètent beaucoup pour ça. Et ce sont les églises sont les seuls
les seules institutions qui s'en occupent ou qui prétendent s'en occuper. Et ils mettent beaucoup d'efforts à faire ça. Quand vous allez dans une de ces grandes méga-churches aux États-Unis, vous avez non seulement, bien sûr, les offices et aussi le chœur, la musique, mais vous avez aussi le Sunday School, vous avez aussi les équipes sportives, vous avez le barbecue du dimanche, vous avez la garde des enfants quand les parents veulent papoter entre eux. Vous avez en gros une entreprise de la gestion des valeurs familiales qui est le seul endroit pour beaucoup de gens pour s'assurer que leur famille a un cadre. Et donc, je pense qu'il faut vraiment se méfier d'une tendance à être un petit peu méfiant, disant oui, ces gens, ils sont un peu facilement dupes parce qu'ils acceptent certains messages politiques. Ils ne sont pas là pour ça. Ils ne sont pas là, en général, pour la théologie non plus. Ils ne sont même pas là pour le message politique. Ils sont là pour une certaine vision de la stabilité de la famille, dont les églises sont les seules à véhiculer une vision cohérente. Alors, comme souvent en France et en Europe, on a tendance à ne pas croire à l'aspect croyance. Ça existe quand même. Bon, en tout cas, je me tourne vers... Merci beaucoup. Effectivement, c'est un aspect sociologique très, très, très important. Et d'ailleurs, vous le dites pour les méga-churches qui sont souvent protestantes ou pentecôtistes, évangéliques, enfin des différentes dénominations. Je pense qu'on doit en trouver des catholiques et puis même des grandes synagogues et même des grandes mosquées et même des grands temples hindous qui font ça. Hein. Je pense que c'est plutôt une organisation de la société américaine qu'une spécificité protestante, ça. Alors, donc, moi, je voudrais qu'on évoque deux personnages qui sont dans l'actualité. Et comme l'actualité, ça concerne les journalistes, je vais me tourner vers Henrik Lindell. C'est deux noms. L'un, je ne sais pas, vous allez me dire si vous avez entendu parler. Charlie Kirk. Charlie Kirk, vous avez entendu parler ? D'accord. Et ça y est, le Zoran Mamdani, vous avez entendu parler ? Voilà. Donc moins quand même, c'est plus récent. Alors voilà, on a ces deux personnages qui, au fond, ont incarné une partie du débat américain sur les religions récents. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, Henrik ? Oui. Le fait que vous puissiez comme ça dire tout de suite, oui, on connaît Charlie Kirk. Si on vous avait posé cette question il y a un an, vous pensez que vous l'auriez connu ce nom-là, Charlie Kirk ? Je ne crois pas. Charlie qui ? Ça, c'était la question que beaucoup de gens m'ont posée quand il a été, puisque vous connaissez l'histoire, j'imagine aussi, donc il a été tué par balle sur un campus universitaire dans l'État de Utah, dans l'université de Utah Valley. Et donc c'était le 10 septembre, et quelques heures après, la terre entière était au courant via les médias. Et alors, qui était Charlie Kirk ? Qui était-il ? Donc quelques heures auparavant, peu de gens le connaissaient en Europe. C'était quelqu'un de très important pour le mouvement MAGA, pour le mouvement de Donald Trump, Make America Great Again. Et aux États-Unis, ceux qui font partie de ce mouvement, et notamment les jeunes, les étudiants, etc. En général, ils savaient qui était Charlie Kirk. Moi-même, je l'avais croisé lors de mes reportages aux États-Unis plusieurs fois. C'était quelqu'un qui s'adressait directement aux jeunes et organisait des débats sur les campus, des débats directs comme ça. Donc, il se pointait dans un stand et il lançait un débat sur n'importe quel sujet, de société souvent, mais aussi sur la religion. Et il avait inventé un concept, en fait. Il appelait ça « Prove me wrong », donc prouver que j'ai tort. Donc on pouvait lui poser toutes sortes de questions. Est-ce qu'il fallait penser des questions de société particulièrement, parce que ça, c'était sa spécialité. Donc il était connu pour ça. Il était aussi connu pour... en fait, il incarne exactement ce que Blandine a expliqué tout à l'heure. Toutes les questions sur la liberté religieuse, sur les valeurs familiales
dont vous parliez tout à l'heure, Paul, il les portait devant une audience jeune. Il voulait investir les facultés et les universités où la gauche était hégémonique, ou en tout cas perçue comme hégémonique et dominante dans les discours des professeurs, mais aussi des élèves. La jeunesse est beaucoup plus à gauche en général, en tout cas à l'université qu'ailleurs dans la société. Donc, il a pris d'assaut ces milieux-là, ou il voulait le faire en tout cas. Et très tôt, donc Charlie Kirk est mort à 31 ans, donc tout jeune, il avait 2 enfants, il était marié avec Erika, comme vous le savez sans doute aussi. Mais il était, donc à 18 ou 19 ans, en 2012, il a lancé une organisation qui s'appelle Turning Point USA. Et dans le nom même, il s'agit de changer, en fait, changer les États-Unis. Maintenant, ça change. Et l'idée, c'était justement de faire évoluer les idées des jeunes étudiants dans le domaine politique et faire en sorte qu'ils remettent en cause le rôle de l'État, qu'ils croient davantage aux valeurs familiales, qu'ils investissent le domaine politique. Et à l'époque, en 2012, on ne parlait pas beaucoup de wokisme, mais c'est devenu un peu le grand thème plus tard. Donc, Turning Point USA est totalement hostile à ce qu'on n'entend pas wokisme. On ne va pas discourir là-dessus, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et donc, Charlie Kirk, il a incarné ce mouvement interne à la droite, et notamment à la droite chrétienne, qui ont permis cette évolution dont parlait Blandine tout à l'heure. Charlie Kirk a pesé énormément de façon à ce que les jeunes se rendent aux urnes et votent massivement pour Donald Trump dans plusieurs États clés. Et Turning Point USA est aujourd'hui on parle d'une association, bon, c'est comme une entreprise qui a 450 employés, qui est une organisation qui existe partout aux États-Unis, qui a plusieurs centaines de milliers de fidèles ou d'adhérents. Donc ça, c'est l'œuvre de Charlie Kirk, mais il était connu pour ses vidéos, souvent sur YouTube, vous pouvez le regarder si vous voulez, où il débat tranquillement avec des étudiants. Alors moi, ce qui m'avait frappé, c'est parce que j'ai l'œil un petit peu religieux, c'est que si on avait été dans un contexte catholique, après qu'il a été assassiné brutalement, on aurait dit santo subito, comme on aurait dit faites-en un saint. Bon, alors comme les protestants n'aiment pas trop les saints, c'est pas tellement leur truc, on n'a pas tellement utilisé le mot, mais on a utilisé le mot de martyr, c'est-à-dire quand même un registre religieux. Blandine, vous confirmez ça? Oui, et il y a eu un évêque américain, un évêque catholique, qui a utilisé cette expression de martyr, mais globalement, les évêques américains, la conférence épiscopale américaine, donc catholique, est restée très réservée sur ce personnage qui est devenu donc le grand héros tombé de la cause MAGA et chrétienne en même temps. Je voudrais dire 2 choses sur lui, enfin plutôt une chose, rebondir sur ce que vous avez dit. La valeur familiale aux États-Unis, elle se porte bien, mais que ce soit à droite ou à gauche, parce que peut-être la société américaine a été moins facilement favorable aux familles, ou a permis moins facilement à tous les immigrés qui s'y sont installés de rester en famille. Alors, nous, quand on voit ça d'Europe, on est quand même encore très tous marqués par nos propres environnements familiaux. On ne se rend même pas compte jusqu'à quel point la famille est importante dans notre vie quotidienne et que nous la respirons sans y réfléchir. Aux États-Unis, faire une famille, c'est presque un acte de volonté et donc de foi aussi. C'est pour ça que avancer la valeur familiale, c'est très positif. Et maintenant, en vis-à-vis, puisque vous avez posé la question sur Mamdani, je trouve que c'est très intéressant de voir comment nous sommes peut-être en train d'assister au début d'une forme de recomposition, y compris religieuse, en faveur de candidats qui ne sont pas dans cette mouvance
on va dire, chrétienne MAGA qui semble avoir monopolisé l'espace politique américain. Oui, c'est ça. Donc, oui, vous pouvez préciser que donc, Zoran Mamdani a été élu à New York. Donc, je crois qu'il est de confession musulmane et dans une ville avec beaucoup de s'il y a des libres penseurs, beaucoup sont sans doute à New York. S'il y a des juifs, beaucoup sont aussi à New York. Donc, a priori, le profil du musulman, ça n'allait pas de soi. Mais enfin, il a trouvé, avec sa jeunesse, avec son ouverture, et puis un discours finalement assez qui allait aider aussi les familles. On va rendre gratuite, je ne sais plus ce qu'il voulait rendre gratuit, les transports, les crèches et tout ça. Donc, ça a parlé aux gens qui ont du mal à joindre les deux bouts, y compris dans la riche ville de New York. Alors, quand on regarde un peu dans le détail du vote pour Mamdani, effectivement, les quelques 350 000 musulmans new-yorkais, alors ils ne sont peut-être pas tous citoyens et ils ne votent peut-être pas tous, mais en tout cas, l'ultra-majorité de cette population a voté pour lui, mais pas que les musulmans de New York. Vous avez aussi une partie de la population juive de New York, vous avez 40% de la population qui se considère comme chrétienne, toutes confessions confondues, et vous avez finalement la jeunesse de New York qui est à l'image de la jeunesse américaine à laquelle Charlie Kirk essaie de donner une alternative religieuse, c'est-à-dire que c'est une jeunesse qui est très sécularisée. Les millennials, notamment, ne se disent plus appartenir à une religion, à une confession. Et donc, vous avez une population en fait américaine grandissante qui ne vote plus par appartenance religieuse et qui veut sortir de ces schémas-là. Et maintenant, elle atteint 30%. Et donc, les jeunes générations sont plutôt non religieux. Et Mamdani a capté aussi leur absence de religion. Donc ce que propose Mamdani, outre le fait que c'est un démocrate socialiste, qui reprend un discours qu'on retrouve tout le temps, et moi je suis allée un peu vérifier, c'était les premiers maires catholiques de cette ville ont utilisé le même discours, donc pro-immigrés, en disant que les immigrés qui viennent d'arriver, première et deuxième génération, font l'identité de la ville de New York, que la ville de New York doit se préoccuper de son peuple et de ses ouvriers, de ses salariés qui sont mal logés, qui ont du mal à finir les fins de mois, qui sont locataires notamment. On s'est aperçu que tous les quartiers où la majorité des habitants étaient locataires ont voté pour Mamdani. Donc il réussit à faire une espèce de synthèse sociale, avec un discours social et en même temps un discours de pluralisme religieux en disant, ben voilà, dans ce pays, et pluribus unum, nous sommes un melting pot et un Américain musulman qui vient d'immigrer il y a une génération a autant de valeurs citoyennes qu'un vieil Américain. Et cette espèce de melting pot new-yorkais peut représenter une alternative aussi pour les démocrates, pour réinvestir finalement ces valeurs religieuses dans une société ouverte et pas exclusive, excluante, comme le projet finalement MAGA. Et est-ce que, Paul Seabright, est-ce que vous avez l'impression que l'élection de ce qu'on appellerait quand même plutôt un gauchiste, même dans les critères français, à la tête de la grande ville du capitalisme américain, en tout cas classique, avec Wall Street quand même, qui est à New York, est-ce que ça ne va pas créer des dissonances trop importantes ? Il faut se souvenir que New York est une ville extraordinaire et très grande et un phénomène en soi, mais ce n'est pas les États-Unis. Et c'est un peu difficile de savoir si ce qui se passe, les évolutions sociétales qu'on voit à New York vont représenter l'avenir du reste du pays. Je suis peut-être un petit peu moins persuadé que les jeunes générations soient aussi convaincus dans leur sécularisme que peut-être Blandine, mais ça on peut discuter. J'ai été très frappé l'autre jour de faire un constat très simple, mais c'est que la génération qui
a atteint l'adolescence, c'est-à-dire l'âge de 13 ans, à l'année où on a lancé l'iPhone, c'est-à-dire 2007, est à peine rentré dans leur trentaine, dans leur toute petite trentaine. Ils ont 31 maintenant cette année. Ça veut dire qu'ils ont passé comme Gen Z la plupart de leur vingtaine dans les réseaux sociaux. Ils ont mangé dans les réseaux sociaux, ils ont rencontré dans les réseaux sociaux, ils ont fait leur religion dans les réseaux sociaux, parce qu'ils ont beau dire qu'ils ne sont plus vraiment adhérents à des mouvements religieux, mais ils disent qu'ils sont très spirituels, ils cherchent la méditation, ils cherchent le yoga, ils cherchent beaucoup de choses en ligne, mais attendez qu'ils aient des enfants, à mon avis, ils vont commencer à revenir dans les églises. Parce que c'est souvent le cas, que c'est les parents qui sont moyennement croyants, mais qui disent « je veux au moins que mes enfants aient un cadre ». Donc ça, on peut discuter. Et il me semble que même si à New York, enfin, les jeunes, on va dire, qui sont vraiment sécularisés, sans doute, ils sont très attirés par New York. Mais New York n'est pas l'ensemble du pays. Il y a un très grand ensemble de villes plus petites. Et il y a aussi un autre, juste un petit point, et puis je me tais, c'est qu'il y a un paradoxe à New York, c'est que c'est une ville un peu comme le reste des États-Unis, où il y a une espèce de compromis, une laïcité de fait, mais pas forcément de droit, dans la capacité des différentes confessions de vivre ensemble. Mais ce n'est pas pour autant que les gens soient moins croyants ou moins religieux. Traditionnellement à New York, il y avait les quartiers juifs, il y avait les quartiers catholiques, etc. Et les gens pouvaient être extrêmement croyants dans leur quartier, mais en même temps pouvaient accepter qu'en sortant de leur quartier, il fallait vivre en tranquillité avec des gens d'autres confessions. Et donc je ne suis pas convaincu que l'espèce de sécularisme ou de laïcité que représente Mamdani, que je suis d'accord, ça semble avoir quand même trouvé son écho chez les électeurs de New York, soit forcément mauvais signe pour l'énergie des religions dans l'avenir, ni à New York et ni a fortiori dans le reste du pays. Alors, vous avez utilisé le mot laïcité, ça me donne une bonne transition. D'ailleurs, comme vous le savez sans doute, le 9 décembre qui vient, on fêtera en France les 120 ans de la loi de séparation des églises et de l'État. Donc, c'est quand même, vous en entendrez parler, hein, il y aura des manifestations, etc. Mais très souvent, les Français pensent que l'Amérique étant très religieuse, elle n'est pas laïque, et qu'en tout cas, il n'y a pas de séparation de l'Église et de l'État. Or, théoriquement, enfin, la Constitution américaine, elle est extrêmement séparatiste, au sens que les religions ne doivent pas peser sur l'État, et surtout pas l'État sur les religions. Alors, parce que ça bouge, ça, en ce moment. Oui, je ne serais pas aussi catégorique, mais il est certain que quand, au moment de la Révolution américaine et de la constitution de la Fédération américaine, vous avez eu les anciennes colonies qui sont devenues des États et qui ont fait les premières des constitutions, notamment la Constitution de Virginie, qui a ensuite servi de modèle pour la Constitution fédérale, dans laquelle a été déclaré, pas simplement les droits et les libertés, mais aussi donc ce qu'on va appeler la liberté religieuse. Et quand les pères de la Constitution fédérale se sont réunis pour réfléchir à elle et faire les amendements, ce qui correspond à notre Déclaration des droits, ils ont réfléchi aussi cette question de la liberté religieuse. Et ils l'ont construite de la manière suivante, en disant, bon, voilà, il faut que, pour que les gens vivent en paix et que notre État et nos institutions ne soient pas soumis à une religion, qu'on établisse bien qu'il n'y aura pas de religion publique, de religion établie, comme on dit en Angleterre. Il n'y aura pas de religion établie, pas de religion d'État dans ce pays, à aucun niveau. Et deuxièmement, tous les cultes sont autorisés, libre exercice du culte. Et donc cette organisation juridique, qu'on peut appeler la laïcité américaine,
ou la séparation américaine, parce que c'est comme ça que Jefferson va l'expliquer à une petite communauté baptiste qui s'inquiétait du fait que là où elle habitait, c'est-à-dire dans l'État de Massachusetts, elle n'était pas autorisée. Il a fait une très belle lettre en expliquant que la Constitution fédérale avait essayé de construire un mur de séparation qui permet aux citoyens d'avoir la religion qu'il veut, enfin qu'il souhaite, de la pratiquer de la manière qu'il souhaite, que l'État, les pouvoirs publics ne s'interféreront pas, mais en même temps et progressivement, par jurisprudence, notamment de la Cour suprême, s'est construit derrière ce mur de séparation ce on appelle en français la neutralité de l'État, mais ça s'est fait lentement sur à peu près 2 siècles. Ça a abouti dans les années 1950 avec quelques grandes jurisprudences, 50-60, notamment toutes les lois sur, entre guillemets, la laïcité à l'école, qui n'étaient pas acquises parce qu'au départ, les écoles publiques américaines étaient plutôt chrétiennes, avec des pratiques protestantes, la lecture de la Bible, la prière. Enfin bon. Et donc, de laïciser l'école, ça a été un effort de la part de la Cour suprême. Et tout ça a fabriqué la laïcité américaine. Mais en même temps, depuis les années 70-80, il y a justement au sein de la droite chrétienne qui s'est développée cette revendication de sortir de ce système, que ce n'est pas le système que voulaient les pères fondateurs, que l'environnement de la Constitution est chrétien, et que la séparation, la laïcité à la française, ça n'est pas ce que souhaitaient les pères fondateurs, et donc ils demandent, ils réclament en retour à finalement un esprit public et dans l'espace public, justement, une rechristianisation de l'esprit et de l'espace public, et chez certains, jusqu'au fait, je pense à Doug Wilson, qui est un leader spirituel très connu, qui considère qu'il faudrait revenir à cette idée de donner la citoyenneté à des gens qui ne sont pas chrétiens, et qu'il faudrait faire une discrimination dans la tolérance religieuse aux États-Unis entre chrétiens et non chrétiens. Donc oui, ça peut aller très loin. Ça va très loin. Donc je crois que, Henrik, vous vouliez ajouter quelque chose sur ce sujet. Oui, parce que quand on fait ce genre de comparaison, on parle de laïcité ou de sécularisme aux États-Unis et laïcité en France, et il faut juste pas oublier que la société américaine est très différente. 62% des Américains, statistiquement, se disent chrétiens. Et plus de 80% se disent qu'ils croient en Dieu. La pratique religieuse est infiniment plus importante aux États-Unis qu'ici. Quand un candidat pour une élection quelconque mène campagne, il va dans les églises, parce que c'est là où il va trouver des gens, il va avoir un public. Donc il va à l'église évangélique du coin ou à l'église catholique. Il peut avoir l'autorisation pour le faire, il n'y a pas de problème. Et c'est normal là-bas. Donc il y a un paradoxe en fait américain. C'est-à-dire qu'à la fois, ils sont, oui, sous un régime qu'on peut appeler séparateur ou laïque, tout ce que vous voulez, étant donné qu'il y a dans la Constitution aussi le premier amendement de la Constitution qui dit à la fois liberté religieuse, mais puis dans la Constitution qui dit pas d'église d'État, pas d'État confessionnel. Donc, à la limite, le régime français est plus clair, si vous voulez. Mais une laïcité à la française serait inconcevable aux États-Unis. Et justement, un des sujets les plus importants, c'est la prière à l'école. Ça a été pratiquement interdit, c'est un long débat juridique, etc. Mais en gros, c'est interdit à l'école publique de prier à l'école, le matin. Et donc ça fait partie des revendications de cette droite chrétienne. Et c'est une question importante pour beaucoup de gens aujourd'hui. Et puis, il y a tout ce qu'ils appellent, eux, la liberté religieuse. La prière à l'école fait partie de ce qu'ils appellent, eux, la liberté religieuse. Il y a toutes sortes de questions qui sont devenues très importantes. Merci beaucoup. Est-ce qu'on prend les questions, peut-être, de la salle ? Allons-y. Allons-y. Ça va pas tarder, voilà. Question, donc merci d'en avoir posé autant. Il a fallu bien en sélectionner quelques-unes. Est-ce que la baisse de la chrétienté chez les jeunes pourrait affecter le conservatisme américain ? Alors, pardon. Comme ça, je réponds à Paul. Ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est aussi
un fait démographique dont les sociologues travaillent dessus et depuis plusieurs années. Donc on s'aperçoit qu'il y a d'abord un phénomène de baisse du christianisme, de baisse démographique de la population chrétienne, qui était effectivement, il y a encore quelques années, à 80, 90, puis 80%. Là, on arrive à un étiage de 60%. Et si en face, vous avez le phénomène générationnel de ces jeunes générations qui arrivent, et ça n'est pas que à New York, ces jeunes générations qui arrivent, qui sont moins chrétiennes et qui déclarent qu'elles ne le sont plus ou qu'elles ne veulent plus appartenir à une confession chrétienne particulière, même si elles restent croyantes. Donc vous avez à un moment donné une population chrétienne vieillissante, une population jeune qui l'est moins, et à côté de ça aussi un phénomène migratoire qui fait qu'il y a quand même maintenant des gens de plus en plus, donc c'était un petit pourcentage et maintenant ça monte jusqu'à 10% de la population, qui ne sont pas chrétiens, qui sont autre chose, qui sont hindous, qui sont musulmans, qui sont bouddhistes, etc. Donc toute la planète émigre aux États-Unis et apporte avec elle ces différentes religions. Donc il y a ce phénomène-là de, si vous voulez, de croisement. Et l'autre phénomène aussi, c'est que la population chrétienne blanche diminue et que les chrétiens de demain sont de plus en plus des chrétiens hispaniques. C'est le cas maintenant de la jeunesse quand elle est chrétienne. La moitié de la jeunesse américaine chrétienne n'est plus blanche, mais latino, noire, asiatique. Et donc ça, ce sont des phénomènes, des tendances démographiques lourdes qui vont, si les conservateurs ne les intègrent pas, leur être défavorables dans pas longtemps. Merci beaucoup. Il faudrait faire des réponses un peu plus courtes. Voilà, j'allais le dire, il nous reste 5 minutes. Voilà, si on veut passer plusieurs questions. Exactement, merci beaucoup Sophie. Pensez-vous que l'assassinat de Charlie Kirk a amplifié la montée de l'extrême droite et la discrimination religieuse envers les autres religions que le christianisme ? J'en sais rien, franchement, probablement. Donc, j'entends le terme extrême droite. Alors, ça, on ne peut pas dire comme ça que Charlie Kirk était d'extrême droite, parce qu'il n'est pas perçu comme ça aux États-Unis. Il est perçu comme un nationaliste au sens américain du terme, et ça n'a rien à voir avec l'extrême droite européenne. Je vous supplie de bien vouloir comprendre les nuances, parce que ces mots-là sont utilisés comme d'une façon très péjorative dans le débat français. Et donc aux États-Unis, ça ne se passe pas comme ça. Aux États-Unis, il peut être négativement perçu, bien sûr, par la gauche et par le Parti démocrate, mais pas forcément parce qu'il serait d'extrême droite, mais parce qu'il serait misogyne, par exemple, ou il serait contre les droits des homosexuels, ce qui était vrai en plus. Je voudrais, si vous me permettez, je raconte une petite anecdote. Zoran Mamdani, donc le nouveau maire de gauche de New York, est reçu par Donald Trump à la Maison-Blanche. Un journaliste présent lui dit « Vous ne trouvez pas que vous êtes chez un président fasciste ?» Alors, Mamdani essaye de rassembler ses pensées, et là, Trump lui dit « Mais dites-leur oui, ça leur fera plaisir, moi je m'en fiche ». Voilà. Oui, parce que Mamdani avait traité Trump de fasciste à plusieurs reprises exactement. pendant la campagne. Et donc Trump a dit, mais dites que je suis fasciste, ça m'est complètement égal. Donc là, il a fait preuve d'un certain humour, Trump. Puisqu'on est sur Mamdani, même si la question est un peu en marge de la thématique du débat, est-ce que l'élection de Mamdani peut être perçue comme une contestation de l'administration Trump et de la droite religieuse de la part des New-Yorkais ? Est-ce que c'est un vote contestataire ? Je ne sais pas, on va peut-être passer, on a beaucoup parlé de New York, on peut peut-être passer à la suivante. Je pense que c'est surtout un vote économique, en fait. Comment ? C'est difficile de vivre à New York si on gagne, même si on gagne bien l'argent, sa vie, et c'est difficile de survivre économiquement et matériellement pour avoir une vie décente. Et c'est quand même ça la question centrale que Mamdani a mis en avant. Oui. Est-ce que la religion pourrait un jour devenir un frein de la politique Trump ? Est-ce que ça va se retourner contre lui ? Est-ce que la religion va finir par se retourner contre Trump et être un frein pour lui ? La religion est un lieu de contestation aux États-Unis depuis très longtemps, ce n'est pas nouveau.
On le fait depuis des décennies, depuis même des siècles. Je pense qu'il y aura des montées, des baisses, des montées, des baisses. Je pense que Donald Trump étant le maître du spectacle, il fait du spectacle de la religion tout ce qu'il peut pour rajouter à son attrait, on va dire, du spectaculaire. Comme tout maître du spectacle, si le spectacle un jour échoue, ça peut se retourner très vite contre lui. Mais que ce soit un spectacle religieux, que ce soit un spectacle de la guerre, que ce soit un spectacle... Il maîtrise le spectacle, et comme on le sait, quand l'acrobate est sur scène et tout d'un coup il tombe, etc., ça peut très vite se retourner contre lui. Mais ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit religieux en soi. Nous n'avons pas parlé du nouveau pape qui est américain quand même. Et donc, il y a une institution qui s'y connaît en spectacle religieux, c'est l'Église catholique. Et donc là, si quelqu'un veut dire un mot sur le pape Léon... Mais est-ce qu'il est vraiment américain au sens éthanusien, puisqu'il a vécu longtemps au Pérou? D'ailleurs, il a la nationalité péruvienne aussi. Donc le pape Léon XIV, c'est le premier pape américain, mais au sens à la fois États-Unis et le Pérou. Pour vous dire que Léon XIV est certes américain, mais un américain très particulier, par ce fait qu'il a vécu presque la moitié de sa vie en dehors des États-Unis. Sinon, c'est un Américain qui vient de Chicago, comme Charlie Kirk d'ailleurs. Ce fut un Américain d'origine modeste. Il est devenu pape parce qu'il avait été jugé excellent, notamment par François, le pape François qui était là avant. Le pape Léon XIV est perçu comme très consensuel. Et beaucoup d'Américains comptent sur lui parce qu'il y a des gros conflits entre l'Église catholique aux États-Unis, qui est un peu plus conservatrice, on va le dire comme ça, que le Vatican, et qui a eu un conflit, un antécédent avec François. Ça s'est plutôt mal passé, si je schématise à l'extrême. Et donc, avec Léon XIV, on espère, tout le monde espère, nous aussi, que ça se passera mieux et que Léon XIV ne soit pas trop clivant. Mais on n'en sait rien, on verra. Et bon, on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Blandine Kelly-Nippon, Géopolitique des religions aux éditions Le Cavalier. Vous allez dédicacer ce livre à la sortie du débat. Merci Henrik Lindell, merci Paul Sebright, merci Sophie Gherardi pour ce débat. Je précise, s'il vous plaît, encore 2 petites secondes, s'il vous plaît. Je précise au grand public, c'est-à-dire aux adultes, que si vous n'êtes pas inscrit pour le débat suivant, c'est le moment de quitter la salle pour laisser les places libres aux adultes qui sont inscrits pour le débat suivant. Merci aux lycéens qui doivent reprendre les transports en commun ou leur car d'être venus aujourd'hui. Merci à vous tous, merci à Urbs pour ses dessins et très belle fin de journée. Prochain débat dans un quart d'heure.